Bien écoutez, shalom à tous, hein, voilà, hein, nous sommes en vacances, mais les conférences continuent, voilà. Bon, très sérieusement, je vous dis bonsoir. Bon, je parle doucement parce qu'en même temps, je mange une glace et ça c'est vérifiable. Du coup, là, je vous enregistre une sorte de mini-conférence. Alors, vous me direz pourquoi je la fais pas avec vous et que vous puissiez interagir comme d'habitude. Eh bien, parce que les aléas des connexions Internet, nous sommes à la campagne, dans la Cambrousse, c'est la France profonde, monsieur, hein, voilà, faut le savoir. La France qui se lève tôt. Et du coup, je voulais faire quand même une mini-conférence parce que c'est pas aussi détaillé et fouillé que je le ferai lors des conférences qui reprendront, Inch'Allah, fin août, début septembre. Je vais peut-être avancer les dates. Et donc, quel est le sujet de cet enregistrement audio, enfin de cette conférence qui est une conférence monologue? Eh bien, chers amis, je voulais vous partager une lecture, mais qui en même temps fera le lien avec la grosse conférence que j'avais enregistrée sur le serveur de Smith et que j'espère on va réussir à mettre sur cette chaîne Odyssée pour que ça marche un jour et qu'on puisse archiver tout ce que tout le monde fait sur la cathédrale. Et bien en gros le sujet c'est le bouquin de Francis Johannes. Donc Francis Johannes, voilà. C'est un ami du Collège de France, hein, voilà, je le crois souvent dans les couloirs, hein, voilà. Non, je rigole plus sérieusement, c'est un spécialiste de tout ce qui est antiquité proche-orientale, donc pour le lire très simplement, la civilisation sumérienne, babylonienne, akkadienne, donc vous voyez un peu ces zones-là d'antiquité. Il est prof à Paris 1, et il a écrit plusieurs bouquins là-dessus, mais celui qui m'intéresse aujourd'hui, enfin ce soir, c'est celui sur la chute de Babylone. Donc la chute de Babylone sous-titrée 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Et vous verrez qu'en fait, ça va servir un peu de mise en contexte, de suite plus ou moins officielle, ou officieuse plutôt, à la conférence d'archéologie biblique de 2 heures. Enfin de quasi 2 heures que j'avais donné sur le serveur de Smith. Mais celle-là, ici on sera beaucoup plus succinct et court. Donc en gros, Johannes, il va au cours de cet ouvrage, donc je vais pas faire un commentaire exhaustif de tout le bouquin, mais c'est plus pour apporter du contexte. Il va en gros rappeler qu'est-ce que l'empire néo-babylonien, parce que j'en ai parlé dans la conférence d'archéologie biblique, quand je disais oui, je rentre pas dans les détails, mais il y a la Syrie, puis ensuite il y a l'empire néo-babylonien qui prend Jérusalem, et j'avais dit que justement je m'attarderais pas trop sur les détails, parce que c'était pas le cœur du sujet, qui était beaucoup plus centré sur la Bible et son archéologie. Là justement, je vais totalement, quasiment ne pas parler de littérature biblique, mais par contre vous aurez plus de contexte sur cette civilisation, enfin ce monde proche-oriental qui entoure nos chers Hébreux. Donc en gros, 12 octobre 539, c'est le moment où les Perses, donc l'empire perse de Cyrus, hein, voilà, qui était roi de Perse, qui à la base a dominé, comme nous le rappelle le bouquin, le Fars. Donc le Fars c'est une région de l'Iran sur le plateau iranien, et petit à petit il s'est étendu. Mais ça je vais y revenir plus loin. Mais en gros c'est pour vous planter le décor. Donc voilà, Cyrus, il devient roi de Perse, il s'étend, et 12 octobre 539, une partie de ces hommes, dans une campagne éclair, mais vraiment quasiment éclair, s'empare en gros d'une porte, parce que vous savez, Babylone, littéralement Bab en arabe, la porte, enfin, voilà, Bab el-Oued, la porte de l'Oued, faut le savoir. Et du coup, c'était une porte qui était peu surveillée. Et à partir de là, ils vont pénétrer dans toute la ville, et la ville va être prise en un claquement de doigts quasiment. Et donc, en gros, Johannes va s'interroger tout au cours de son petit bouquin, enfin tout le bouquin tout simplement, sur comment on en est arrivé là. Et donc, il va un peu retracer les dernières années, les dernières décennies de l'empire néo-babylonien. Alors je replante un peu le décor, ensuite on va un peu suivre le déroulé du bouquin chapitre par chapitre, et je vais un peu vous résumer en gros ce que j'en ai retenu, sans trop m'attarder dans les détails, parce que c'est un peu une mini-conférence. Et donc voilà, Cyrus, 12 octobre 539, fin de l'empire néo-babylonien, l'empire perse absorbe la Babylonie. Mais déjà, qu'est-ce que c'était que cet empire néo-babylonien? Bon, déjà, d'un point de vue géographique, bon, je ne vais pas vous montrer de carte en même temps, mais donc la Babylone, j'espère que vous voyez à peu près où c'est. Donc on a un peu l'Irak actuel, une partie de la Syrie, du Liban, mais en gros ça englobait la Syrie du Nord, donc qui était à l'époque appelée pour une part Mésopotamie du Nord, toute l'Irak actuel, une partie de tout le Levant, le Proche-Orient, avec notamment Jérusalem sur laquelle je vais vite fait revenir, mais pas trop,
et donc toutes les cités-états phéniciennes de Tyr, Sidon, Byblos, donc la côte syro-libanaise si vous préférez. Et une part très importante, c'est que l'empire néo-babylonien, comme l'empire assyrien auquel il succède, il va entretenir certains liens avec l'Arabie, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que ça nous concerne directement. Donc voilà, géographiquement, l'empire néo-babylonien, donc c'est le nouvel empire assyrien. Et donc voilà, parce que, et là maintenant je reviens un peu sur sa genèse, à la base en fait Babylone, ça a toujours été une ville, un grand phare de civilisation depuis les Sumériens, les Akkadiens, et ça a été soit intégré dans les grands empires, grands ensembles territoriaux proche-orientaux, tout en étant un peu fier de ses traditions, de son indépendance. On a par exemple, et en fait c'est dans ce cadre de la revendication de l'autonomie et de, entre guillemets, l'exception culturelle babylonienne, que l'empire néo-babylonien va se développer. Donc en gros, avant qu'il se développe, Babylone était intégrée à l'empire assyrien depuis déjà plusieurs décennies, parce qu'en gros elle tombe en 690 sous Assaradon, si ma mémoire est bonne. Vous voyez que j'ai pris peu de notes, hein, je joue sur ma mémoire, mais en gros c'est ça, elle tombe en 690 après un long siège, et elle est intégrée de force dans l'empire assyrien. Et l'empire assyrien, j'en ai parlé dans la conférence d'archéologie biblique, je vais pas redonner d'autres détails, je ferai peut-être une conférence à part dessus, mais il faut retenir qu'en fait, dans le cadre de cet affaiblissement de l'Empire assyrien dont j'avais parlé dans cette même conférence d'archéologie biblique, où en gros la Syrie elle est un peu attaquée de tous les côtés par les Mèdes, donc les Mèdes on est sur le plateau iranien, et donc ce sont ces mêmes Mèdes qui plus tard vont s'en prendre aux Babyloniens, par les Mèdes, et par l'Égypte qui est un peu sa grande rivale, et c'est dans ce contexte d'affaiblissement où l'Égypte et où en gros la Syrie est un peu en pleine décadence suite à la mort. Bon, je vous le refais parce qu'il faut quand même le faire. En gros, je vous ai dit dans la conférence d'archéologie biblique que la Syrie était un peu en train de tomber en décrépitude, et que c'est dans ce cadre-là qu'elle se fait remplacer par l'empire néo-babylonien, et que c'est cet empire néo-babylonien qui prend Jérusalem. Ok. Mais comment la Syrie entre en décrépitude? Et ben c'est tout bêtement parce que Ashurbanipal, qui est son dernier grand dirigeant, meurt. Enfin voilà, il meurt. Je me suis pas d'ailleurs attardé sur les causes de sa mort, mais soit le vieillesse, soit une maladie, mais en gros il avait régné quand même plusieurs décennies et c'était un grand souverain. Il meurt, conflit de succession, guerre civile. Donc voilà, l'Empire il implose un peu l'intérieur. C'est dans ce cadre-là que l'Égypte essaye de reprendre tout le Proche-Orient, comme je vous l'ai dit dans ma conférence. Et donc tout le Proche-Orient, c'est englobé les cités-États phéniciennes et une partie de Jérusalem. Et c'est dans ce cadre-là que Josias se fait tuer par le pharaon Néchao II, enfin ou Nécho II, dont j'ai parlé dans la conférence et sur lequel je vais pas revenir. Et donc dans ce cadre d'implosion de l'Empire assyrien, ben il y a la Babylonie qui réclame son indépendance, et on a Nabopolassar, qui est en gros un grand prêtre de Uruk. Uruk, c'est une grande ville babylonienne qui va, comment dire, un grand prêtre, un grand fonctionnaire, un homme d'État, si vous voulez, au service de la Syrie, qui va mener un peu les velléités d'indépendance assyrienne. Et il va y arriver. En gros, il faut retenir qu'entre 610 et 614, du fait de ces volontés d'indépendance babylonienne, d'attaque des Mèdes, des Égyptiens, entre 610 et 614, toutes les grandes cités-États assyriennes, donc Darushakin, ou des villes comme Ninive qui sont un peu légendaires, tombent. C'est-à-dire, en gros, elles sont prises par les assaillants, elles sont en immense partie pillées, et en fait, elles sont quasiment dépeuplées, en fait. C'est-à-dire qu'on a des villes comme Babylone qui, depuis des siècles, a vu passer plein d'empires, mais a toujours existé. Et en fait, là, toutes les cités-États assyriennes qui ont fait un peu la renommée de cet empire assyrien, elles vont vraiment disparaître. Parce que elles vont être détruites, les populations vont fuir, et au final, il ne va en rester que des champs de ruines, pour beaucoup. Donc voilà. Donc dans ce cadre-là, Nabopolassar, il mène les débuts, si vous voulez, de l'Empire assyrien, et en 605, il laisse la place à son fils, que vous connaissez au moins de nom, Nabuchodonosor II, et en gros, c'est lui qui va mener le gros du travail, si vous voulez. Et voilà. Et donc c'est sous Nabuchodonosor II, pardon, que va s'effectuer la prise de Jérusalem. Bon, je vais pas y revenir, mais en gros, enfin, vous avez compris. 598, première prise de Jérusalem, parce qu'en gros, le roi Joachim, il refuse de payer l'impôt. Joachim, qui est son fils, qui est mis à sa place, voilà. Entre-temps, il est remplacé par Sédécias. Sédécias, en 587, il remet la même, c'est-à-dire, il refuse de payer l'impôt, donc c'est interprété comme un crime de lèse-majesté, si vous voulez. Et cette fois-ci, on règle le sort, on détruit le temple, on rase les murailles de Jérusalem, on déporte tout le monde, et Sédécias, Sédécias, c'est le nom hellénisé, hein, son nom hébreu, là. Bon, je pourrais aller chercher à la page, mais sinon ça pourrait être long, mais son nom hébreu, je l'ai plus là, mais en gros, la Bible l'appelle Sédécias. Mais c'est un nom hellénisé, hein, c'est pas son nom hébreu, voilà. Du coup, c'est un truc Yehoul, Camille, bon, je le ressortirai à l'occasion.
Donc en gros, c'est finito pour Jérusalem. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cet empire néo-babylonien. Donc comme je vous l'ai dit, il prend la place de l'empire assyrien, mais c'est-à-dire qu'en fait, même si l'empire néo-babylonien naît d'une revendication d'indépendance par rapport à l'empire assyrien, il va en fait se fondre dans le moule et en reprendre quasiment tous les territoires et un peu le mode de gouvernement, enfin quasiment. C'est-à-dire que on aura un empire unitaire, une bonne administration, des réseaux commerciaux, mais on va un peu abandonner avec l'empire néo-babylonien cette politique de déportation dont les Assyriens avaient un peu fait leur fer de lance, avec ce que je vous ai dit sur la déportation des Hébreux, que ce soit avec la chute du royaume d'Israël au nord, et puis plus tard, un siècle plus tard, celui de Juda, où on avait des déportations de population, et l'empire assyrien faisait ça avec plein de populations qui, soit il voulait conquérir, soit des populations qui entraient en rébellion. Là, pas du tout. En fait, l'empire néo-babylonien va rappeler va être un peu plus souple avec justement ces déportations de population, va rappeler quelques habitants chez eux, et ce sera encore plus accentué avec Cyrus, le fameux édit de Cyrus, donc 538 ou 539 et plus 538, où quand les Perses vont prendre la place des Babyloniens, il va y avoir ce qu'on appelle le fameux édit de Cyrus, donc celui qui a mis fin à l'empire néo-babylonien, et qui est important parce qu'en fait c'est l'édit qui permet aux Hébreux, mais pas que, mais c'est surtout comme ça, enfin pour ça qu'il a été retenu, qui permet aux Hébreux de revenir à Jérusalem et de commencer à reconstruire la ville, et donc in fine le temple. Et donc c'est pas vraiment là où je voulais aller. Donc voilà, je vous l'ai dit, cet empire néo-babylonien, donc il a pour capitale Babylone, il se fond un peu dans le moule assyrien et il s'inscrit dans la continuité de l'empire assyrien, une continuité à la fois politique et culturelle. Mais vous allez voir que le dernier souverain de cet empire néo-babylonien, c'est celui qui nous intéresse le plus et c'est celui auquel Francis Johannes consacre le plus de pages. Parce qu'en gros, Nabuchodonosor II, il règne assez longtemps. J'ai plus exactement la date exacte. Attendez. Ouais, je l'ai plus trop exact, mais en gros, il faut retenir qu'en 556, c'est quasiment c'est Nabonide qui prend le pouvoir et c'est le dernier souverain babylonien. En gros, je vous le refais très simplement. Nabuchodonosor II, c'est son gendre qui va prendre le pouvoir. Ensuite, son gendre va mourir, et c'est Labashi Marduk, donc qui est qui est un peu le fils de cet homme-là, mais qui est en gros, donc là on va un peu rentrer dans la vie culturelle mésopotamienne, et ça fera un peu un prélude à la grande conférence que je donnerai là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque-là, donc dans le Panthéon, c'est Marduk qui est le roi des dieux, parce que c'est le roi des dieux presque par tradition, et il est associé à la ville de Babylone, c'est-à-dire qu'on a un panthéon suméro-acadien, si vous voulez, avec Enlil, Ea, Eanna, et Marduk, c'est un dieu qui s'est affirmé à Babylone et qui est vraiment lié au destin de la cité. Et donc il y avait un rituel où, à chaque nouvel an, donc la date du nouvel an, c'était un calendrier lunaire, solaire, parce que lunaire c'est pour Sin qui est le dieu lunaire, et donc ce calendrier changeait chaque année. Mais en gros, ça tombait vers mars-avril, où pendant une semaine à peu près, il y avait une fête en l'honneur du dieu Marduk, et c'est à l'occasion de cette fête qu'en fait, le souverain tutélaire se faisait remettre des insignes, en gros se faisait bénir si vous voulez, même si c'est un peu anachronique, mais il y avait cette idée de bénédiction et de remise d'insignes à l'endroit du souverain actuel, pour en gros donner du crédit à son règne et un peu dire oui bon, c'est la fête du Marduk, et quelque part avec le grand prêtre qui bénit le souverain, on valide son règne si vous voulez. Donc là, Bashi Marduk, qui était donc un adolescent qui était normalement destiné à régner, il ne va régner qu'à peine une année. Et en fait, cette année-là sera trop courte pour qu'il puisse y avoir le rituel de nouvelle année. Et donc, sans ce rituel de nouvelle année et sans cette bénédiction, son règne, techniquement, il peut être considéré comme caduc. Et donc, il y a plusieurs suppositions. Mais Johannes part du principe que parmi les coteries de lettrés babyloniens, de hauts membres de l'administration, certains voulaient l'écarter. Et que c'est à cette occasion-là que Nabonide prend le pouvoir. Alors, Nabonide, on va en parler parce que c'est le dernier souverain. En gros, Nabonide, quand il arrive au pouvoir, on sait peu de choses sur lui, mais il y a plusieurs indications qui nous permettent un peu de retracer sa famille. Il est fort probable qu'en fait, il était originaire d'Aran. Aran, c'est une grande ville en Syrie du Nord, mais à l'époque, on considère que ça fait partie de la région mésopotamienne. Mais si vous voulez, c'est à la frontière entre la Mésopotamie et ce qu'aujourd'hui on dirait la Syrie du Nord. Enfin, géographiquement, c'est la Syrie du Nord, si vous voulez. Et Aran, c'était une grande ville babylonienne qui était très attachée au culte du dieu Sin. Le dieu Sin, c'est le dieu lunaire. Donc Nabonide, il y a de fortes chances qu'il soit issu d'une branche cousine ou parallèle, c'est une hypothèse que Johannes n'écarte pas, une branche cousine ou parallèle de la famille de Nabuchodonosor et Nabopolassar, qui sont les fondateurs de cet empire néo-babylonien.
Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand il accède au trône, il a déjà plus de 60 ans, voire pas loin des 70 ans. Et que c'est son fils, donc, attendez, parce que son fils, il a deux noms, en fait, il a Belchar Usur, qui est son vrai nom babylonien, si vous voulez, mais que dans la Bible, et notamment dans le livre de Daniel, on trouve ce nom de Balthazar. Et c'est ce fameux Balthazar qui aurait inspiré le livre de Daniel. Mais ça, j'y reviendrai peut-être à la fin, si j'ai un peu de temps, parce que je veux pas être trop long non plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là, où il est fort probable, et là, Johannes est assez intéressant, où justement, pour lui, c'est possible que c'est ce Belchar Usur, donc ce Balthazar, si vous voulez, qui voulait le trône, et qui, en fait, est poussé pour que ce soit son père qui ait le trône, mais pour que c'est lui qui voulait gouverner, en fait, qu'il aurait utilisé son père comme prête-nom, si vous voulez. Bon, dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Donc il y a un coup d'État en juin 556, et donc c'est ce fameux Nabonide qui monte sur le trône. Et donc vous allez voir que Nabonide, bon voilà, on va y venir, parce que c'est lui qui occupe la plus grande partie du bouquin, pour être honnête, et c'est assez intéressant. Donc, déjà, comme je vous l'ai dit, il est originaire, enfin sa famille est originaire d'Aran, et on est en Syrie du Nord, elle est donc très attachée au dieu Sin, alors que Babylone, elle est très attachée au dieu Marduk. Et donc dès le début de son règne, il met en place des travaux pour, bon déjà, entamer certaines découvertes archéologiques, parce que déjà à l'époque, on faisait de l'archéologie sur la Babylone antique, parce que je vous rappelle, on est au 6e siècle de notre ère, et en fait, par exemple, pour vous donner un exemple, le code d'Hammurabi, qui est très connu, c'est 18e siècle de notre ère, donc c'était il y a plus de 1000 ans par rapport à ces contemporains-là. Donc déjà, il mène plusieurs travaux archéologiques, pour justement, parce que lui pense que, enfin, intellectuellement, il se pense comme le successeur de tout cet empire babylonien, de tout cet héritage culturel babylonien. Donc par exemple, la référence que je vous ai faite au code d'Hammurabi, elle est présente à l'esprit de Nabonide. Pour lui, le code d'Hammurabi, il y a une stèle où il dit oui, j'ai restauré la loi comme l'avait fait Hammurabi. Donc on est un peu dans le même continuum culturel, si vous voulez. Et donc, je vous l'ai dit, il est originaire d'Aran, en Syrie du Nord, et donc il va un peu entrer en conflit plus ou moins larvé, plus ou moins ouvert avec le clergé babylonien qui lui était, comme vous le savez, désigné au culte de Marduk et à toutes ces divinités attachées à la ville de Babylone, alors que Sin est vraiment attaché à plusieurs cités du Proche-Orient, mais pas Babylone pour le coup. Et donc voilà, c'est ce qui fera que plus tard il sera plus ou moins accusé d'hérésie. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, il restaure par exemple le temple d'Ishtar à Uruk, donc Ishtar, divinité un peu de la fertilité et de l'amour, si vous voulez, au Proche-Orient. Et donc Uruk, c'était une grande ville de Mésopotamie, très réputée pour ses temples, etc. Donc il y a plein de choses. Il y a aussi, il accentue par exemple les politiques de contrôle sur les temples, parce qu'en gros à l'époque, un temple, il y a plein d'aspects en fait, économiques et sociaux, mais je les développerai plus tard dans la grande conférence sur la civilisation mésopotamienne. Mais en gros, Nabonide, il essaie un peu de mieux surveiller les temples, parce qu'il y a plus ou moins du laisser-aller, par exemple, parce que les temples reçoivent beaucoup de donations, et en même temps, ils font travailler, par exemple, ils ont des terres qui leur appartiennent, dans lesquelles ils font travailler des esclaves, mais le plus souvent, en fait, ces terres, ils les lèguent à des entrepreneurs, en fait, en quelque sorte. C'est un peu le terme, qui ont des holdings. Bon, je sais, c'est un peu anachronique, mais l'idée est un peu là. Et ces entrepreneurs se chargent de faire fructifier les ressources pour les temples. Et un exemple un peu de cette politique en matière économique, c'est que Nabonide va essayer un peu de calmer tous les détournements, parce que les temples, vu qu'énormément d'argent circulait, de métaux précieux, et que le règne de Nabonide, en ce sens-là, il est un peu caractéristique d'une phase de pré-monétarisation, pour faire plaisir à notre feu Pierre Midas, où de plus en plus d'échanges se font par métaux, donc argent et or, et on a un peu une monétarisation de l'économie qui est un peu accélérée. Donc justement, vu qu'énormément d'argent transite par ces temples, Nabonide va essayer un peu de calmer toutes les magouilles qu'il y a pu y avoir. Donc on a par exemple tout un procès verbal qui nous raconte une enquête où on a plusieurs membres appartenant au temple à son administration qui détournent plus ou moins de l'argent discrètement, quoi. Donc voilà, la mafia non pas sicilienne mais mésopotamienne, hein, voilà, faut le savoir. Le parrain, voilà, il parlait acadien, voilà. Parce qu'il faut faire un peu d'humour, voilà. Et donc là, on en vient à un autre chapitre. Donc 556, Nabonide arrive sur le trône, il mène ses petites politiques de restauration des temples, tout ça, tout ça. Donc jusque-là, rien d'anormal, même s'il est assez âgé. Et c'est en 553 qu'il commence ce que Johannes intitule son aventure arabe, qui va l'occuper près de 10 ans. Donc de 553 à 543, Nabonide est... Alors je crois qu'ils mettent... Enfin, Johannes parle justement de tous ces rituels de la nouvelle année qui valident en quelque sorte le souverain actuel. Et pendant plusieurs années, alors c'est pas dit si c'était pendant les 10 ans pleines, mais c'est fort possible
que Nabonide ne s'est pas rendu à Babylone pour accomplir ce rituel de la nouvelle année. Et donc, pendant 10 ans, il a été en Arabie. Voilà, les Arabes, on adore ça. En gros, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? C'est un peu tout l'objet du chapitre 4, enfin du livre 4 de Johannes, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à Taïma. Taïma, c'est une espèce d'oasis qui est, si vous voulez, pas très loin de Médine. Donc on rejoint un peu le courant des historiens, voilà, les conférences se lient, qui en gros est dans le désert, mais dans le Hedjaz. Donc on est un peu dans le nord-ouest de la péninsule arabique, si vous voulez. Donc on descend, si vous voulez, de la Babylonie, on va vers Jérusalem, on descend encore, on descend encore au sud, vers les territoires arabes, et donc on n'est pas au cœur de la péninsule arabique, mais on n'est pas trop loin de la côte, mais on est quand même dans le désert. Donc on est un peu désolé, j'ai dû éternuer, on est un peu si vous voulez, un carrefour commercial. Et donc en gros, il passe énormément de temps là-bas, il restaure des temples, et on sait qu'à Teima, donc qui est une espèce d'oasis, comme je vous l'ai dit, qui est pas très loin du Hedjaz, donc dans le désert, mais au nord, donc on est un peu un endroit clé, si vous voulez, d'un point de vue stratégique. Il restaure beaucoup de temples et il se fait, soi-disant, construire un palais à Teima. Alors certaines sources nous disent que c'est un palais comparable au faste des palais de Babylone. Bon, on peut en douter parce que 10 ans c'est quand même assez court, mais il s'installe là-bas durablement. Donc on a aussi plusieurs mentions qui justement nous évoquent toutes les conquêtes militaires qu'il a pu faire, en pillant des villes, en s'en prenant par exemple à plein de tribus arabes qui s'en prenaient aux voies commerciales, parce que comme je l'ai dit dans la conférence d'archéologie biblique, depuis l'Empire assyrien, et ça ne change pas vraiment avec les Babyloniens, il y a énormément de matières premières qui transitent via les marchands arabes, donc que ce soit justement des matières premières qui pour la plupart viennent du Yémen, donc ce que les Romains vont plus tard appeler l'Arabie heureuse, donc le Yémen, qui remonte vers le nord, qui passe par tous ces circuits commerciaux qui vont du Yémen, et qui achemine aussi des produits venant d'Égypte et de mer Rouge, jusque dans les terres du Proche-Orient, donc en Babylonie, en Assyrie, si vous voulez. Et donc ça ne change pas avec Nabonide, et Nabonide, on pense qu'il a voulu sécuriser ce genre de territoire, parce qu'en fait, ces territoires-là, on a des mentions de l'Empire assyrien qui, en gros, octroient des droits, soumettent quelques tribus, mais il n'y a jamais vraiment, il n'y a jamais vraiment eu d'ambition de s'implanter durablement dans la péninsule arabique. Et en fait, Johannes pense, et je partage plus ou moins ses convictions, que Nabonide a voulu vraiment s'implanter durablement en péninsule arabique et ne pas avoir juste une espèce de petit pouvoir lointain où en gros il y avait plein de tribus arabes, de petites royautés sans grande importance avec lesquelles les Assyriens s'alliaient, faisaient du commerce mais n'avaient pas vraiment de politique à grande ampleur vis-à-vis d'eux. Et Nabonide en gros a voulu régler la question en conquérant toute cette zone-là du nord de l'Arabie pour sécuriser les routes commerciales et toujours l'intérêt économique, ce que Johannes souligne à la fin de ce livre, c'est qu'en fait, l'une des grandes raisons de cette expédition de Nabonide, enfin cette expédition, cet enracinement de 10 ans, c'est de sécuriser et de faire advenir le plus de ressources possible en Babylonie. Et donc, sécuriser les circuits commerciaux qui passent par la péninsule arabique. Je relis vite fait un peu la table des matières, voilà. Voilà. Donc en gros, il revient sur toutes les raisons du séjour à Taïma, donc Taïma, T-A-Y-M-A. Et donc voilà. Après, il discute aussi plusieurs versions sur toutes les sources et justement, comment ces sources interprètent ce séjour de Nabonide à Taïma. Et du coup, il y a chose très surprenante qui moi-même m'a surpris. Il y a une version de Qumran qui parle d'un roi qui serait apparenté à Nabonide et qui aurait fait la guerre aux Arabes. Donc, comme quoi, on retrouve des échos de tout ça partout. Mais Qumran, voilà, je me réserve le sujet pour plusieurs conférences. Voilà, vous aurez droit à un cycle de 4 heures. Je relis vite fait. Donc voilà. Ensuite, on a une espèce de mini partie sur la montée du péril perse où, en gros, étant donné géographiquement, si vous voulez, le royaume perse de Cyrus, en fait, avant de devenir l'empire que ça a été, il émerge dans le Fars. Et le Fars, on est à l'est du plateau iranien. Donc on est quand même assez loin, mine de rien, de la Mésopotamie. C'est pas à côté. Donc en fait, quand Cyrus commence à faire la jonction, si vous voulez, entre les Mèdes, les Perses et l'ancien territoire d'Élam, donc le royaume élamite, qui est une autre composante culturelle du plateau iranien, si vous voulez, parce que l'Iran, c'est pas... Enfin, l'Iran, déjà, surtout à cette époque-là, c'est pas... comment dire, c'est pas un territoire uni culturellement. Et quand Cyrus commence à faire la jonction de ces territoires-là, les Babyloniens comment dire, déjà ne sont pas forcément très bien informés là-dessus et ne s'y attardent pas plus davantage parce que pour eux ça reste assez éloigné. Et donc voilà. Ensuite on a tout un livre 5 qui nous mentionne sur, enfin qui nous renseigne sur la famille Égibi, qui est en gros une famille qui gravite autour de la dynastie des rois néo-babyloniens, notamment Nabucodonosor, et en gros c'est un peu pour nous renseigner sur le train de vie, et le fonctionnement socio-culturel, économique
d'une famille de la haute aristocratie, enfin pas de la haute aristocratie, mais de l'administration, et qui entretient beaucoup d'activités commerciales, et donc c'est un peu pour nous présenter comment se fait le commerce à Babylone dans des familles assez bourgeoises en gros. Donc je passe un peu ce passage puisque c'est pas le plus important, et j'en reviens, ouais, voilà, c'est ça. Et donc à partir de 547, on a la première mention d'une campagne perse en Anatolie, donc Anatolie c'est la Turquie, et en gros, si vous voulez, c'est Cyrus, donc le roi perse, le futur empereur, qui règle le comte de Crésus, le fameux roi Crésus en Anatolie, et notamment, voilà, et qui s'empare de sa capitale. Enfin, et en Lydie aussi, parce que Lydie, en gros, l'Anatolie, il y a plein de régions, comme vous savez, les régions plus ou moins grecques, la Ionie, la Lydie, tout ça. Et donc, en gros, il règle le comte de Cyrus, enfin de Crésus, pardon, avec tous ses us, Jean-Claude Duss. Donc voilà, et il règle aussi le compte de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, d'un royaume important, mais ça va me revenir un jour. Mais je n'ai plus de mémoire. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais en gros, il règle le compte d'une autre entité politique contre laquelle les Babyloniens s'étaient un peu foutus sur la gueule aussi en Anatolie, mais là le nom m'échappe. En plus, c'est dans le bouquin. Attendez, là, oh là, je suis colère, je suis honteux. Mais comment il s'appelait ce con? Attendez, non, mais là, c'est honteux, hein. Non, mais c'est proprement honteux. Qui étaient ces gens? Je veux savoir qui étaient ces gens. Attendez, j'arrive. J'arrive, ne bougez pas. Je ne bouge pas. Tiens, mais qui étaient ces gens? Je le sais en plus. Comment ils s'appellent? C'est un petit royaume de merde là. Pardon. Excusez-moi, voilà, je me fâche, hein, voilà. Oui, donc voilà. Merci, ça je le savais. Attendez. Oui, merci la Turquie actuelle, je sais, mais attends. Oui. Attendez, non, 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 mais là je ne peux pas laisser passer ça. Là, je ne peux pas laisser passer ça. Oui, donc voilà, en gros, c'est la bataille de Ptéria, voilà. Entre les Lydiens et les Perses, oui, bon, ça je le savais, merci. Mais ils avaient pas un nom, le royaume de paix. Attendez, les Lydiens, ils avaient pas. Attends, mais comment ils s'appellent? S'ils avaient un nom à couper au couteau, là, leur roi, là. Comment il s'appelle ce con? C'est pas Crésus, hein. Crésus, oui, il lui règle son compte, ça on le savait. Attendez. Non, non, mais là, c'est pas. Non, mais là, je m'insurge. En fait, monsieur Johannes, là, vous n'avez pas fait votre travail. Non, 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 mais là, je m'insurge. Non, mais je ne peux pas accepter ça, monsieur Johannes. Mais attendez, c'est pas possible. Bon, en gros, il règle son compte aux Lydiens et à Crésus. Voilà, monsieur Johannes, là, vous m'avez fâché. Là, je boude, hein, voilà. Là, je suis colère, hein, voilà. Ah merde, j'ai mis que 1 heure, donc oui, faut pas que je dise pas les conneries non plus. Donc voilà, putain, Cyrus en 547 règle son compte à Crésus, et donc à cet autre royaume lydien d'Anatolie dont j'ai oublié le nom, et dont le nom du roi, j'ai oublié le nom aussi, je crois que c'est Siagat ou un truc comme ça, C-Y-A. Bon, vous irez vérifier, vous êtes grand, ah, voilà. Donc c'est pas là où je voulais revenir. Donc voilà, donc Crésus s'étend en Turquie actuelle, donc en 547, et rappelez-vous que la chute c'était en 539, donc voilà. Donc il faut se dire qu'en fait, toute la stratégie de Cyrus avant de faire sa campagne éclair sur Babylone, c'est un peu d'entourer l'empire néo-babylonien. Et donc en s'en prenant par exemple à la Turquie et plus tard à la Syrie du Nord, parce que comme ça, il va pouvoir faire le cercle entre la Turquie, la Syrie du Nord et la Mésopotamie, il va pouvoir un peu l'encercler si vous voulez, avec la Perse qui l'encercle tout autour. Et donc voilà. Et attendez, j'en étais où? Oui, voilà. Merci, je le savais. Voilà, exactement. Et donc en 543, ah oui, on a aussi eu la mention d'une petite famine en 545, parce qu'une famine, ça fait toujours plaisir. Donc en 543, on a le retour de Nabonide. Et ben voilà, Nabonide revient d'Arabie, ça faisait 10 ans qu'il y était. Hein, voilà. Et on pense qu'en fait, enfin, on est quasiment sûr que à partir de cette date-là, Belcharouchour, donc Balthazar, qui est le fils de Nabonide, qui lui est resté à Babylone pendant tout ce temps, parce que Nabonide n'a régné que 17 ans, ben on pense qu'en fait, Balthazar, enfin, c'est pas qu'on pense, on a déjà des traces où Balthazar commence déjà, dès la fin des années 540, à surveiller les frontières, et il y a sûrement déjà eu des escarmouches avec les Perses au nord de la frontière. Donc le retour de la Nabonide, il est aussi à comprendre dans ce cadre de la menace perse et voilà, l'empire qui est en danger, enfin plus ou moins, enfin en danger, qui est attaqué, enfin enfin, il y a un ennemi aux portes, si vous voulez, il y a un ennemi. Il n'y a pas forcément la conscience que l'empire va disparaître du jour au lendemain. Et donc en gros, voilà. Oui, donc il y a la région de Sipar, oui, c'est ça. Oui, bon, il restaure le temple, voilà, il restaure le temple d'Ishtar d'Akkad. Et oui, bon, voilà. Et exactement, là je voulais y en revenir. C'est que je vous ai dit que Nabonide, en fait, il était originaire d'Aran, et donc pour lui, le culte de Sin, donc le dieu lunaire, était très important. Et en fait, c'est à son retour en 543 qu'il se met à reconstruire le temple d'Aran, et donc le temple de Sin à Aran, pardon. Et c'est qu'en fait, ça a pu être très mal vu par le clergé de Marduk, parce que déjà,
Haran, c'était vu comme une cité associée à la Syrie. En fait, c'est vraiment une cité assyrienne. Et donc, en restaurant ce temple et en faisant la promotion du dieu Sin, eh bien, le clergé local babylonien qui était attaché à Marduk a pu voir en Nabonide une espèce de nouveau roi assyrien anti-Babylone, en fait, alors que les Babyloniens, et encore plus le clergé, étaient attachés à la fois au culte du dieu Marduk et au fait que le pouvoir soit centralisé à Babylone. Donc ça aussi, ça a joué dans le fait qu'une partie de l'élite babylonienne au lendemain de la prise du pouvoir par les Perses, se soit mise à dénigrer Nabonide, et c'est pourquoi Nabonide a été relégué un peu au rang des souverains diabolisés par la tradition des rois, enfin dans la tradition des rois babyloniens. Parce que justement toute cette aristocratie, tout ce clergé babylonien en voulait à Nabonide d'avoir fait la promotion du dieu Sin à Haran. Donc c'est un peu là-dessus. Et donc c'est un peu dans ces égarements théologiques que Nabonide va se mettre à être traité dans ces dans le pamphlet contre Nabonide et dans le cylindre de Cyrus, qui sont deux sources justement babyloniennes, mais après la prise du pouvoir par les Perses, qui s'en prennent directement à Nabonide. Donc en gros, voilà, il est un peu diabolisé, il est un peu traité d'hérétique. Il est un peu traité aussi de hérétique, il commet des actes sacrilèges, hein, voilà, il n'est pas respectueux des dieux, hein, voilà. Et donc voilà, on a aussi, donc il y a aussi toute une mini partie sur Belcharouchour, donc le fameux Balthazar, où en gros, c'est en fait dans le livre Daniel, où si vous voulez, Belcharouchour utilise un peu tous les ustensiles, tout le, comment dire, oui les ustensiles, tout la vaissellerie un peu somptueuse qui avait été capturée par les Babyloniens dans le sac de Jérusalem et utilise pour faire un banquet. Et en fait, il y a une espèce d'apparition j'ai plus le terme, pas d'éclair, mais enfin si un éclair, une espèce oui c'est ça, de phénomène surnaturel qui grave quelque chose au moment du banquet sur un mur ou sur le sol, je sais plus là sur quel objet, mais en gros voilà. Et du coup personne n'arrive à interpréter ça et tout le monde est là, tout le monde est un peu interloqué au banquet, mais qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ils font venir des magiciens, personne n'arrive à le lire. Ils font venir le fameux Daniel, donc qui tire son nom du livre de Daniel en fait dans la Bible, qui lui arrive à lire. En gros, c'est un message comme quoi Balthazar est un impie, il faut se repentir, et voilà, son règne est compté. En gros, c'est ça le symbole du message qui était gravé et que personne n'arrive à lire, qui était écrit en araméen, que Daniel lui, vu qu'il est hébreu, il arrive à le lire. Et en gros, j'ai plus les termes, mais en gros, c'est béni, repens-toi, enfin quelque chose comme ça. Enfin, c'est une espèce comment dire, c'est pas une phrase, mais d'assemblement de mots mystico-gélatineux, si vous voulez. Et en gros, le message à comprendre, c'est le règne de Balthazar, enfin de Balthazar est compté. Voilà, tu es un roi impie, ton règne est compté, en gros. Donc voilà. Et en gros, il y a aussi, vu que, donc je vous le rappelle, 12 octobre 539, les Perses entrent à Babylone, c'est finito. Il y a une éclipse en juin 539, et en gros, c'est très mal, enfin c'est mal interprété parce que, donc, enfin comment dire, une éclipse qui était vue dans tout le Proche-Orient. Donc en juin 539, tout le monde se dit oui, des cataclysmes vont arriver, que ce soit des guerres civiles, ou ça peut être des catastrophes naturelles. Donc c'est forcément un peu un symbole de mauvais augure. Et donc de juin à septembre 539, un peu dans le prolongement de cette éclipse, Nabonide, de retour à Babylone, décide une mesure assez particulière, c'est-à-dire que face à à ce mauvais présage et à ce mauvais présage d'éclipse, il décide de rassembler toutes les statues divines à Babylone. C'est-à-dire qu'en fait, il envoie des messages donc dans des tablettes en cunéiforme à toutes les grandes cités de l'Empire pour leur dire, bon ben voilà, les statues de vos divinités tutélaires et les quelques divinités secondaires de vos statues principales, enfin de vos dieux tutélaires, enfin de vos dieux tutélaires, oui, enfin les dieux que vous vénérez le plus, transférez-les à Babylone pour les protéger, enfin pour que ça nous accorde plus de protection, transférez-les à Babylone pour être sûr de les protéger si jamais un malheur arrivait. Donc voilà. Et donc en octobre 539, j'en termine là, il y a la fameuse campagne éclair de Cyrus, on a la mention d'une petite bataille en gros au nord du fleuve Euphrate, mais plus au nord que Babylone, pardon, parce que Babylone donne sur l'Euphrate, mais plus au nord. Et en fait, cette bataille est perdue par les Babyloniens, mais c'est pas forcément ça qui est retenu, c'est-à-dire qu'en fait, comment les Perses vont gagner, c'est-à-dire la même chose qu'en Lydie avec Crésus, c'est-à-dire une campagne éclair, où l'idée c'est de se fondre sur la capitale de l'ennemi et de la prendre le plus vite possible. Et en fait, en gros, comme je vous l'ai dit, ils vont rentrer dans la ville au matin, le matin du 12 octobre, par une porte, donc Bab. D'ailleurs, il y a plein de théories, en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec Johnny, c'est-à-dire qu'en fait, il dit Babylone, Bab, Hillel, oui, El, Dieu, tout ça, donc c'est pour donner le nom, mais en fait, parmi les spécialistes, personne n'est encore sûr à 100%, il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que veut vraiment dire Babylone. Bab, en sémite, enfin dans les langues sémitiques, et pareil en arabe, Bab, ça veut dire la porte, en arabe, ça n'a pas bougé, Bab el-Oued, la porte de l'Oued, voilà, la porte du pays, hein, voilà, faut le savoir.
Donc voilà, donc juste voilà une petite pique à Joanne et ça voilà. Francis, je ne suis pas d'accord avec ton travail, hein, voilà. Tu as beau être voilà, un chanteur d'exception, je ne suis pas d'accord. Je reviens à mes moutons. Donc en gros, ils rentrent par une des portes, parce qu'il y avait plusieurs portes suivant, et elles avaient toutes d'ailleurs un nom associé à une divinité du panthéon mésopo-acadien, si vous voulez, enfin suméro-acadien et babylonien. Et en gros, ils rentrent par la porte la moins populaire, enfin la moins empruntée, si vous voulez, donc dans laquelle forcément le nombre de gardes est le moins important. Ils rentrent, ils prennent la porte, ils la détruisent dans la foulée pour faire rentrer le gros de l'armée, ils s'emparent de la ville. Et Nabonide, on ne sait pas vraiment ce qui est advenu de lui. Il y a plusieurs versions comme quoi Cyrus lui aurait accordé la vie sauve et lui aurait donné l'occasion de terminer sa vie, de vieillir en Iran, dans une villa retirée, ou alors il serait mort au combat, ou alors Cyrus l'aurait fait tuer, mais on ne sait pas. En gros, par contre, ce qu'on sait, c'est que une partie de la haute, enfin une grande partie de la haute administration va continuer de rester et va un peu faire la transition avec Cyrus et va s'accommoder du règne de Cyrus et va un peu ternir la réputation de Nabonide, notamment pour ses décisions religieuses dont je vous ai parlé. Et on a notamment la famille Egibi dont je vous ai parlé, mais j'ai pas eu l'occasion, enfin je suis pas rentré dans les détails parce que c'est pas le plus passionnant, c'est plus intéressant à lire qu'à raconter pour le coup. Mais en gros, cette famille qui représentait le commerce, la bourgeoisie bien installée, elle va totalement s'accommoder du règne de Cyrus, et ce n'est qu'en 482, sous... attends, non, c'est pas Darius, c'est sous Xerxès, parce que Darius, il termine en 485. En gros, c'est sous Xerxès qu'en gros, les archives vont cesser d'exister pour cette famille, donc ça veut dire que pendant 40 ans de règne perse, bah, les affaires n'ont pas vraiment changé pour cette grande famille de la bourgeoisie babylonienne. Donc voilà, j'arrive un peu à la fin de cette mini-conférence. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, donc déjà cet empire, j'espère que ça vous a permis d'avoir un peu plus de contexte et d'entrée en matière sur ce contexte un peu proche-oriental, Assyrie, Babylonie, dont j'ai parlé dans la conférence d'archéologie biblique, mais dont enfin, il a duré déjà 2 heures sans compter les questions. Je pouvais pas non plus faire une conférence spéciale sur tout le contexte proche-oriental. Et là, cette conférence, elle était surtout autour d'un seul bouquin d'ailleurs, mais ça permettait de donner un peu plus de contexte et de vous faire partager une mini-conférence parce que j'aime bien échanger avec vous, même si, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un format où là je parle tout seul littéralement. Mais vu que j'aime bien m'entendre parler, ça me suffit. Donc, chers amis, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? En fait, c'est bien aussi d'en faire une sur un bouquin, parce que ça me permet d'éviter de m'éparpiller. Parce que les grosses conférences là que j'espère faire, je vais peut-être changer les dates. Voilà, il y aura des bibliographies un peu plus costauds et ce sera sûrement beaucoup plus long. Là, c'était un bouquin, ça me permettait, voilà, de faire un peu de lien avec la conférence d'archéologie biblique et aussi de faire une espèce de mini introduction à la grande conférence d'introduction à la civilisation mésopotamienne, mais là vous avez déjà pu avoir un aperçu avec les différentes divinités, le fonctionnement des temples, et un peu cet empire néo-babylonien. Donc cet empire néo-babylonien qui n'aura duré que de... Attendez, assez peu de temps en fait, parce que la première révolte c'est 626, ouais, donc voilà. Donc en gros, la proclamation d'indépendance de Babylone c'est 626, la fin de l'empire c'est 12 octobre 539, donc voilà. C'est pas long, moins d'un siècle. Et le règne de Nabonide n'aura duré que 17 ans. Mais donc voilà, je me suis arrêté là. Shalom à vous, chers amis. Je suis content de vous avoir fait cette mini-conférence. J'en referai peut-être d'autres dans ce format-là, un peu tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, là, celle-ci, je l'ai faite, comme je l'ai dit en message, à la one again. J'ai pas pris de notes. J'ai lu le bouquin Enfin, je l'ai terminé là, ce soir. J'ai juste repris le fil directeur, enfin, la table des matières. Et voilà. Bon, je pourrais les faire un peu plus travailler, mais voilà, quoi. Je vous la fais un peu à la cool. Donc voilà. Shalom à vous, chers amis, et qu'Hachem vous garde. Allez.